Vous écoutez Des voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Victoria Bessarab est une Ukrainienne de 34 ans qui a quitté son pays en 2013 pour suivre à travers l'Europe son mari, joueur de handball professionnel. Avec leur fils, ils se sont installés en 2019 à Draguignan, où Victoria participe activement depuis 1 an à l'accueil des réfugiés ukrainiens avec l'équipe du Centre communal d'action sociale. Dans cet entretien réalisé au centre d'accueil des réfugiés ukrainiens de Draguignan, où vivent aujourd'hui 79 personnes, Victoria nous parle de sa famille devenue russe depuis l'annexion du Donbass, famille qu'elle n'a pas revue depuis 10 ans. Elle nous décrit également les difficultés quotidiennes de ses parents bloqués dans une région annexée où il lui est impossible de retourner, et elle nous dit, avec modestie, ce qu'elle fait pour aider ceux qui ont fui la guerre à garder espoir. Je m'appelle Victoria, j'ai 34 ans, je suis en France depuis 2014. Je suis en Draguignan. Je travaille en CCAS, Centre communal action sociale, et je suis également éducateur de handball dans le club de handball. J'ai eu la belle vie en Ukraine. Je suis née en Donetsk, c'est ma ville de naissance où j'ai vécu pendant 21 ans à peu près. J'ai grandi là-bas, mes parents avaient d'appartements, maison d'été. J'ai passé tous les étés chez mes grands-parents en recueillant des fruits, des légumes de notre potager, en faisant des cuisines avec ma grand-mère. Après, j'ai fait mes études aussi à Donetsk. C'est grande étude, c'est université polyvalente technologique où j'ai fait mes études d'ingénieur mécanique. Et voilà, et c'est là-bas où j'ai rencontré mon mari, qui est là avec moi maintenant. Et voilà, c'était ma vie. En fait, en tant que sportif de haut niveau, mon mari était parfois sollicité par l'autre club. Donc, on a changé les pays. Avant de venir ici en France, on a vécu un an en Roumanie, on a vécu 1 an et demi en Macédoine, on a passé petit moment en Moldove. Et c'est son contrat professionnel qui nous a menés ici en France. Il joue à handball. C'est le sportif professionnel, c'est un handballeur professionnel pendant toute sa vie. Et son contrat qui nous a menés ici en France, on a été invités par le club Gonfreville-Orcher, qui se situe en Normandie, pas loin de Le Havre. Donc, c'était notre première expérience en France, c'est le côte normande. Notre arrivée à Draguignan a eu lieu en 2019. Par contre, entre Normandie et Draguignan, on a vécu quand même 4 ans à Charente-Maritime, côte atlantique. Et nous sommes venus ici à Draguignan sous le contrat de mon mari aussi. Mais la club de Draguignan nous a proposé des projets de vie et pour ça, nous sommes venus ici à Draguignan. Je ne vais pas mentir qu'au début, c'était compliqué, c'était pas facile. Nous n'avons pas parlé français du tout et on a parlé qu'anglais, mais c'était pas évident de trouver quelqu'un qui parle aussi anglais. Donc, aux premiers 6 mois, je pense, ils ont passé vite, mais pas du tout en intégration. C'était tout nouveau. On a découvert la France, tout était étrange, tout était nouveau, mais ça ne nous a jamais causé de soucis. On a eu l'envie de s'intégrer, on a eu l'envie de découvrir. Et on aime bien voyager, donc tous les nouveaux pays qu'on découvre, ça fait toujours du plaisir. Donc petit à petit, on n'a pas parlé français du tout, mais j'ai jamais fait des cours de français, j'ai appris par moi-même. Les gens étaient, heureusement, tous les gens qu'on a rencontrés étaient bienveillants. On n'a jamais vécu Si, on a vécu des moments compliqués, comme tout le monde, parce qu'on reconstruit notre vie, mais c'était jamais... dans les mauvais contextes. C'était difficile, mais les gens étaient quand même accueillants, bienveillants et ils nous ont supportés tout le temps dans tous les cas, oui. Nous sommes partis d'Ukraine en 2013.
2013, notre fils a eu 7 mois et pays de destination, c'était Moldavie au début. Donc, mon mari est parti en premier et moi, je l'ai suivi dans quelques semaines avec notre petit-fils. Et c'est mon père qui m'a accompagné jusqu'à la station du bus parce que c'était un long trajet. J'ai pris le bus avec enfant et deux valises. Et c'était la dernière fois quand je l'ai vu en novembre de 2013. On a parti à Moldavie, on a vécu un tout petit peu là-bas en cherchant le contrat professionnel pour mon mari et on est reparti en Macédoine, passé le temps là-bas. Et directement de Macédoine, nous sommes venus ici en France. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans que je n'ai pas vu ma famille du tout. On se voit dans le Messenger, dans les conversations vidéo, par messagerie, tous les réseaux sociaux qui existent. Mais on ne s'est pas vu depuis 10 ans. Nous sommes des régions de Donetsk, donc depuis fin de 2013-2014, c'est devenu compliqué de rentrer là-bas. Avoir un enfant, ça nous pose des doutes si on doit y aller là-bas parce que ça reste dangereux. La guerre ne s'arrête jamais, donc c'est vraiment dangereux pour nous d'y aller voir là-bas. Pareil, c'est devenu très compliqué à partir de 2014 de faire venir notre parent ici. Au niveau logistique, au niveau des lois, surtout que maintenant, notre région appartient à Russie, parce que maintenant, ça fait partie de Russie. Donc, il n'y a aucun moyen légal de venir ici, en France, comme citoyen ukrainien. Et ça nous empêche depuis tout ce temps de se rencontrer. Pour eux, cette situation était déjà tendue en 2014. Donc, en 2022, oui, ça a aggravé, mais ça n'a pas beaucoup changé pour eux parce qu'ils ont vécu pendant toutes les années exactement la même chose. Oui, mes parents étaient obligés de déménager des quartiers parce que c'est les quartiers, on dirait, dangereux. Donc, maintenant, ils ont laissé ces appartements qui étaient achetés, ça fait 20 ans peut-être. Et ils louent l'appartement à l'autre côté de la ville pour être un peu plus en sécurité. Ma grand-mère, qui est née en 1938, continue de vivre dans sa propre maison. Parce que c'est sa maison, achetée par elle-même et son mari, et elle ne veut jamais quitter. Il a son jardin, il a ce meuble, il a tout ce qu'il faut, et il ne veut jamais quitter sa maison. Donc, il continue de vivre dans le quartier dangereux. Oui, on a changé de fenêtre plusieurs fois parce que c'était frappé par les morceaux de fusil ou je ne sais pas. Mais oui, il continue de vivre là-bas et mon père, ils sont tous les deux retraités, mais mon père continue de travailler même en retraite. Le même jour, dans le même ville, rien n'a changé, mais on a senti que quand même ça change tout, parce que d'abord c'était que occupation de petits partis. Et là, ça devient vraiment, ça aggrave, les choses sont vraiment aggravées. Et oui, on était au téléphone et est-ce que tu as lu des messages? Est-ce que tu as vu des télégrammes? Est-ce que tu as vu des nouvelles? Qu'est-ce qui se passe? Pour eux, rien n'a arrivé nouveau. Mais c'était quand même choquant parce que la situation géopolitique a changé. Ni moi, ni mes parents ne sont pas éduqués de faire la guerre dans la famille. Donc, même si on a parfois des points de vue différents sur la situation et notre choix différent, on évite des disputes, on évite d'aggraver les choses. Chacun peut avoir son propre point de vue et la discussion reste fluide. Il n'y a rien qui nous empêche de parler et de s'exprimer. Avant, on était
Nous étions une ville d'1 million d'habitants et 5 millions d'agglomérations. On a eu de la vie industrielle, des grands théâtres, stades de foot. On a accueilli le championnat d'Europe en 2012 et on était en match France-Espagne en quart de finale. Donc, au niveau culturel, c'était vraiment au top. Et après l'annexion de la Russie, maintenant c'est une ville militaire. Il n'y a pas beaucoup de travail, il n'y a pas grand-chose à faire. Et vu que la guerre continue et les frappes continuent, je ne sais pas, des deux côtés, ils sont en rupture d'eau, ils sont en rupture de chauffage, parfois en rupture de nourriture, parfois en rupture d'électricité, donc tout est changé complètement. Ça reste la première ligne de combat. Ça reste quand même la première ligne de combat, donc ça ne construit pas, ça améliore pas parce que ça reste première ligne de combat. Oui, il y a des travaux parce que grâce à ces gens, ça continue de fonctionner. Il y a des travailleurs de la mairie qui quand même nettoient tout ce qu'il faut, qui ramassent des cadavres, qui ramassent les roues, qui font d'entretien de la route, de tout. Et grâce à eux, qui continuent de vivre et travailler là-bas, ça reste une ville. Il y a des projets de construction, des nouveaux hôpitaux, mais personne ne veut venir et s'installer au marché, du coup, ça reste première ligne de combat. Donc, il y avait un espoir tout au début que, bon, peut-être on est annexé, mais peut-être on va vivre avec et peut-être ça va améliorer. Il y avait un peu moins d'espoir après et maintenant, je pense que pas mal de gens qui ont lâché. Il n'y a plus d'espoir on a l'impression que ça va rester toujours première ligne et que le conflit sera gelé et il n'y a pas de moyen d'échapper d'ici. Les gens qui habitent là-bas sont forcés de prendre la nationalité russe. Et soit il faut quitter et s'installer en Ukraine comme réfugié, soit si vous n'êtes pas moyen de quitter en Ukraine, ou comme nous par exemple, on a eu 2 grands-mères de 86 ans dans l'état de santé pas terrible, qu'on ne peut pas les déménager. Ils ne veulent pas non plus, ils vont souffrir en habitant chez quelqu'un, dans un logement temporaire. Donc ils voulaient bien rester chez eux. Donc mes parents étaient obligés de rester. En plus, mon papa continue de travailler et il ne peut pas quitter. Donc, ils ont obligé de prendre des passeports russes. Non, je reste une citoyenne ukrainienne avec mon passeport ukrainien et je suis née en Ukraine. Je reste ukrainienne. J'imagine que je ne peux plus retourner. Sans risque, oui, c'est le risque. Et je peux pas retourner avec mon passeport ukrainien. Et mes parents ne peuvent pas quitter Donetsk que par le territoire russe. Donc c'est un moyen illégal de venir en n'importe quel pays. Même pour entrer en Ukraine, on est obligé de sortir par Russie, aller jusqu'à Lituanie, Latvie, Pologne et revenir en Ukraine de l'autre côté. Donc, c'est vraiment compliqué. Tous les Draguignons, à mon avis, s'est mobilisé. Dès qu'on a entendu première nouvelle, tous les citoyens, tout le monde que je connais a commencé à écrire le message. Est-ce qu'il vous faut quelque chose? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Donc, les gens étaient vraiment impliqués dans cette situation. Et je sais qu'il y avait premier bus qui a amené les Ukrainiens dans Draguignan. C'était organisé par Beltram, avec l'association de Table Ronde, si je ne me trompe pas, avec support de la mairie, avec du support des PVA, des agglomérations drassinoises, avec le support des commerçants, des entrepreneurs.
Et c'est le bus qui est parti à Užhorod et récupéré les 48, si je ne me trompe pas, réfugiés là-bas. Et on est resté toujours en connexion avec les gens et les clubs de hand qui m'ont proposé s'il faut récupérer quelqu'un de mes proches, s'ils peuvent quitter. Ils ne pouvaient pas quitter, évidemment. Mais moi, je me proposais, moi, en échange, d'être bénévolement impliqué dans l'accueil des Ukrainiens. Et donc, 21 mars, le premier bus est arrivé. C'était les gens qui échappaient à la guerre. Tout de suite, c'était tout nouveau. Ils ont arrivé avec ses valises ou sans ses valises, sans rien, comme ils étaient habillés chez eux. Ils étaient posés dans le bus, fait 2 jours de demi de trajet, et ils sont arrivés ici en France, à la maison des jeunes, où CCAS leur accueille. Et moi, en tant que bénévole, j'étais première traductrice qui, avec tous les gens, avec le monsieur le maire, qui a accueilli les Ukrainiens ici. C'était profil vraiment varié. On a eu des retraités de 80 ans en mauvais état de santé qui restaient tout seuls, sans famille, sans enfants, sans épouse, sans mari. On a eu des familles nombreuses avec 2, 3, 4 enfants. On a eu des enfants de, 3 mois peut-être. Il y avait des femmes sans leur mari qui étaient inquiétés, bien sûr, parce que moitié de la vie est restée là-bas, en Ukraine. On a les gens qui ont tout perdu, on a eu les gens qui n'ont rien perdu non plus. Donc, il faut savoir que c'était vraiment varié. Et ils étaient tous placés dans les familles d'accueil, et c'est les Français qui nous a supportés et bénévolement proposé de loger tous ces gens chez eux. Donc, en arrivant, il y a eu déjà des familles qui ont dit, moi, je prends la famille comme ça. Moi, je prends 2e famille. C'était déjà préparé. Le centre d'accueil commençait de se construire en mois de juin, si je ne me trompe pas, peut-être juillet. Et je n'ai pas travaillé encore ici, mais il y avait des animateurs, des traducteurs, des travailleurs sociaux qui installaient tout ici, qui ont aménagé des logements, monté le meuble, travaillé pendant des heures ici et plus qu'il fallait pour accueillir bien les gens. Et le centre est ouvert en mois d'août avec quelques habitants au début. Après, c'est agrandi et maintenant, nous sommes 79 personnes. Tout était mis en place rapidement. Les enfants étaient scolarisés de suite. Plusieurs possibilités étaient proposées, comme cours de français chez nous, donnés par nous-mêmes, par les animateurs des travailleurs du centre. Ils sont inscrits à Pôle emploi, à toutes les formations possibles. Donc, au niveau organisation, c'est très, très bien organisé. Toutes les questions quotidiennes, ils viennent nous voir et on accompagne sur toutes les démarches, sur tout ce qu'il faut, tout le monde. On a eu une famille arménienne qui a vécu, ils ont nationalité ukrainienne, mais 16 ans, si je ne me trompe pas, 16 ou peut-être 18 ans avant, ils ont déjà vécu la situation de guerre en Arménie, où il y avait des soucis entre Arménie et Karabakh et Azerbaïdjan. Donc, c'est mère de la famille avec son mari et son petit-enfant qui ont échappé à Arménie. Ça fait 18 ans et ils sont installés à Vinitsa, en Ukraine. Parce que son mari était volontaire pour aller à la guerre, mais quand elle, entre les choix des citoyennes et mère de la famille et épouse, elle a choisi sa famille et lui a dit non, tu ne peux pas y aller, tu ne peux pas nous lâcher. Ils sont venus en Ukraine pour s'installer, ils ont construit sa vie. Ça fait 16 ans qu'ils ont habité là-bas, passeport ukrainien, nationalité ukrainienne, ils parlent ukrainien, toute la famille parle. Et la guerre est frappée chez eux en 2e fois.
Donc, avant l'anniversaire de son plus grand enfant, avant qu'il ait eu 18 ans, il est resté 4 jours. Ils ont pris la décision de quitter le pays pour ne pas impliquer les hommes dans la guerre et surtout son fils de 18 ans. Et 4 jours avant son anniversaire, ils ont pris sa voiture, ses valises, ils ont laissé sa maison, tout ce qu'ils ont construit avant, et ils sont venus ici. Bien sûr, il y a des gens qui disent que c'est un tout petit passage et on espère vraiment retourner chez eux. Surtout, c'est les personnes âgées qui ont vécu toute sa vie en Ukraine. Ils veulent bien retourner chez eux, dans ses propres maisons, dans ses propres appartements et continuer de vivre comme avant. Pour certains, ça ne sera pas possible, malheureusement. Mais aussi, il y a des familles qui ont dit, si on est là, il faut s'intégrer de suite et on va essayer de construire quelque chose ici. Pour moi, rien n'est impossible. Donc, à mon avis, avec des efforts et avec du travail, ils peuvent réussir ici parce qu'ils ont déjà commencé de s'intégrer. Il y a d'inspiration et il y a de l'avenir qui, à mon avis, est quand même sombre. On ne sait pas qu'est-ce que nous attend. Mais en même temps, d'un l'autre côté, j'espère que ça ira mieux. J'espère que les gens peuvent peut-être retourner s'ils veulent retourner. Et ils peuvent rester s'ils veulent rester. Ça dépend de plusieurs choses, bien sûr. On ne peut pas, j'imagine, je dis on, comme ici en France, on ne peut pas accueillir tout le monde. Ça sera difficile pour la France comme pour tous les pays européens, j'imagine. J'espère que tout le monde vont trouver le bonheur, mais pour moi, l'avenir est sombre. Je suis pas sûre sur l'avenir de cette crise, on dirait mondiale maintenant. On cherche la solution. Semaine dernière, j'ai parlé avec mon père et on essayait de trouver. Et si tu pars par ces chemins, et si tu prends ça, et on te négocie que tu vas habiter chez quelqu'un là-bas, et tu fais tous les démarches nécessaires, et après peut-être tu peux quitter pour Ukraine pour venir ici en France. Donc on essaie de construire la logistique, mais ça reste compliqué et ça devient hyper cher en plus de trouver les moyens. On a la même discussion avec ma mère et avec les deux en même temps. Et on ne sait pas, on cherche. Après, pendant ce temps, une de mes deux grands-mères est morte. Et c'est du côté de mon papa. Et il nous reste quand même ma deuxième grand-mère du côté de maman. Et on ne peut pas le laisser. Parce que c'est les parents qui amènent le manger, c'est mes parents qui viennent le voir. Et s'ils prennent la décision de quitter, on laisse à qui? Ma grand-mère? À personne. Et donc pour ça, dès qu'il est en vie, ils vont continuer de supporter et de vivre là-bas. Ils sont bloqués là-bas. Après, je ne sais pas, peut-être... c'est pas qu'ils ont ces sentiments parce que les gens qui habitent en Russie, ils sont bloqués partout aussi. Donc, mais là-bas, c'est vraiment blocage de tous les côtés. On a l'impression qu'on court sur un rond, sur un truc pour hamster. Et il n'y a pas de sortie. On essaie de trouver les moyens. Et si on fait ça, et en fait, non, ça ne marche pas. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine.